Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du second chapitre qui parle d'encapsulation type et interface. On va s'intéresser dans cette vidéo principalement à la notion d'encapsulation. Avant même de définir ce que ça veut dire que encapsuler, on va essayer de savoir pourquoi on en a besoin, pourquoi cette notion est vraiment critique quand on parle de conception orientée objet. Et en fait, ça revient à la racine qui est qu'on définit des objets pour décomposer un système et la décomposition de notre système, elle est faite pour nous permettre de le maîtriser. Si je prends une logique d'affaires qui est complexe et que j'arrive à la découper en des logiques d'affaires beaucoup plus simples que j'attribue à des objets, eh bien, ça va me permettre de diviser pour mieux régner et d'avoir cassé cette complexité pour la rendre maîtrisable. Et ensuite, par effet de bord, en ayant découpé toute cette logique complexe dans plusieurs classes et donc plusieurs objets qui collaborent, c'est ce qui va me permettre d'éviter des conflits Git par exemple, parce que les gens vont pouvoir travailler de manière séparée sur des entités différentes. La question qui va se poser, c'est notre activité de conception, où est-ce qu'elle rentre là-dedans? Cette décomposition, il en existe une infinité. On peut découper notre code, on peut fabriquer autant de classes qu'on veut, ou au contraire en garder qu'une seule. Tout ça, c'est plein de choix d'implémentation. Et en fait, donc ça, c'est l'ensemble de tous les codes possibles. C'est le bleu en bas. Et puis on a ensuite en vert l'ensemble de toutes les conceptions qui sont acceptables, donc qui portent des bonnes propriétés comme, assez classiquement, on cherche à ce que ça soit évolutif, maintenable, performant, sécuritaire, et ainsi de suite. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver l'intersection, donc l'intersection rouge, entre le code qu'on est capable d'écrire et la conception qui est acceptable par rapport à tout l'ensemble des choix qu'on a fait pour représenter ce code. Et en mettant en avant cette conception et en la réifiant, donc en la gardant visible, c'est ce qui va permettre d'éviter un problème classique en développement logiciel, qui est le problème dit de ignorant surgery, qui est qu'en gros, ça revient à opérer à l'aveugle. C'est-à-dire que si je dois faire des modifications et que je ne vois pas bien la conception qui est présente dans le logiciel initialement, je ne vais pas la respecter. Et si je la respecte pas, je vais grosso modo la moisir un petit peu. Et en ajoutant du moisi sur du moisi sur du moisi, je vais obtenir à la fin non plus un logiciel, mais un gros tas de moisi. L'encapsulation, ça va être quelque chose qui va vraiment nous permettre de maintenir cette conception visible. Et l'idée, c'est donc l'essence même de la définition des objets, qui est qu'on va mettre dans un objet ces données brutes, et puis l'ensemble des traitements, donc l'ensemble des messages qu'il sait recevoir, pour manipuler ces données selon la logique d'affaires qu'il implémente. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a défini les frontières de nos objets, par exemple on fait ça en Java en définissant une classe, on va pouvoir définir des règles de visibilité. Et ces règles de visibilité, c'est elles qui vont nous permettre d'empêcher que n'importe qui puisse faire n'importe quoi avec nos données brutes. Et ça va nous permettre assez naturellement de maintenir par exemple de l'intégrité. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir le droit de modifier les données d'une manière différente de celle de la logique d'affaires. Ce qui va garantir que la logique d'affaires va être respectée dans le code quand on enverra des messages à nos objets. On va prendre un exemple assez facile, Shoten que vous avez vu dans le premier chapitre. Et donc on a des cartes de couleurs différentes. On a 9 cartes par couleur, 6 couleurs de cartes. Comment je peux concevoir ça? Je peux me dire, je vais mettre ça dans un entier. Je vais mettre toutes les cartes, donc entre 0 et 9 fois 6, ça fait entre 0 et 54. Pour trouver la valeur d'une carte, je divise par 9. Plus simple, parce que j'ai commencé à compter à 0, parce que les informaticiens comptent à partir de 0. Donc je peux écrire une méthode value qui prend en paramètre un entier qui serait le code de la carte, et puis qui renvoie carte divisée par 9 plus 1. Pour trouver sa couleur, comme c'est toutes les 9 cartes qu'on va changer de couleur, il suffit de prendre le modulo de l'entier qu'on a donné, et du coup on va simplement return le modulo de cartes avec 9. Alors ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ce code-là et puis vous pouvez représenter des cartes avec ça. Vous pouvez même me dire, mon code il est super optimisé, j'utilise que des entiers et des opérations élémentaires sur les entiers. C'est cool. Mais il souffre quand même de problèmes non négligeables ce code. Le premier problème, qui est immédiat d'un point de vue conception, c'est que on a créé un fossé énorme entre le code et le domaine d'affaires. Notre domaine d'affaires, c'est des cartes de couleurs. Et là, notre code travaille sur des entiers. Quand vous jouez à Shoten Totem, vous jouez pas avec des entiers, vous jouez avec des cartes.
Je joue avec un 9 bleu contre un 8 marron, et pas avec 27 contre 60. Donc, c'est vraiment important de voir que là, il y a une dissonance entre ce que vous manipulez, ce que vous allez discuter avec votre client, parce que votre client, il parle de cartes colorées, hein, il s'en fout de commencer à implémenter derrière avec des entiers. Et, euh, et dans le code, par contre, il faut référencer les entiers. Et ça, c'est vraiment dommage. Le deuxième point, c'est qu'on a cette espèce de représentation qui est couplée à l'implémentation. Dans l'implémentation, on a fait le choix de le faire avec des entiers. Peut-être que c'était la représentation la plus optimisée possible de stocker l'information de ce qu'était une carte. Très bien. Mais maintenant, tout le monde dans le programme doit utiliser les entiers en utilisant cette convention qui est que les 9 premiers c'est les bleus, puis les 9 d'après c'est les rouges, et ainsi de suite. Et ça veut dire qu'au lieu d'utiliser la notion de carte, donc la notion de carte qui est un concept qui vient de la logique d'affaires, on utilise la notion d'entier. Et ça renforce le fait qu'on a toujours ce fossé entre le domaine d'affaires et comment on l'a codé. Et finalement, en ayant reposé sur des entiers et pas sur des cartes, je peux garantir aucune contrainte d'intégrité. Moins 42, c'est un entier. Donc j'aurai le droit de passer moins 42 en paramètres des fonctions précédentes. Mais est-ce que c'est une carte valide? Ben non, absolument pas. Mais en même temps, ça marcherait, parce que je pourrais obtenir un résultat. Et on pourrait bien évidemment patcher ça en rajoutant des contraintes, en rajoutant des if, en disant si tu m'as donné un nombre qui n'est pas entre 0 et 54, alors je lève une erreur. Mais on se rend compte que là, on est en train de patcher, on est en train de bricoler quelque chose pour faire en sorte de fixer un problème sans vraiment se poser la question de c'est quoi notre problématique profonde. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est un truc qui est assez classique en génie logiciel et en conception, c'est qu'on a utilisé, c'est un truc qui s'appelle l'obsession des primitives. On s'est dit, ouais, la notion de carte, c'est tellement facile que c'est pas la peine de créer une classe qui représenterait ce que c'est qu'une carte. Parce que ben ça va, je peux le faire rentrer dans les nombres entre 0 et 54. Mais en faisant ça, on voit qu'on a quand même créé tellement de défauts que ça aurait valu le coup de créer un concept de carte qui est une valeur et une couleur. Parce qu'en fait, c'est donc une représentation possible du code. Je peux effectivement représenter mes cartes avec les entiers entre 0 et 54, mais d'un point de vue conception, c'est pas du tout acceptable parce qu'on vient de voir que ça avait beaucoup trop de défauts par rapport aux avantages qu'on avait en faisant ça. Bon, très bien. On a vu que c'était une problématique d'encapsulation. Et cette problématique d'encapsulation, on a vu qu'il fallait créer des objets, enfin créer des classes pour mettre les informations dedans, et puis définir des règles de visibilité. Donc, je vais faire ça avec des modèles. Je vais définir que j'ai ma classe main, qui contient donc le point d'entrée, void main string crochet args, et puis j'ai ma classe carte. Ma classe carte, elle contient ce nombre, ce int, qui serait un nombre entre 0 et 54. J'ai un constructeur, et puis je peux appeler getValue, et puis getColor dessus. GetValue, ça renvoie un entier, entre 1 et 9, et puis getColor, ça renvoie une string. On a fait des classes, on a fait des modèles UML, check, check, c'est facile, l'activité de conception, c'est terminé. On va basculer sur le premier exercice de cette vidéo qui est, en fait, notre conception là, elle est vraiment mauvaise, elle est vraiment pas bonne. Et je vous invite à mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver tous les problèmes de conception qu'il y a dans cette vidéo, dans ces deux modèles. Alors, on voit qu'il y en a plein des problèmes. Dans un premier temps, on voit qu'on a le choix interne d'avoir représenté notre carte sous la forme d'un entier et un choix qui est toujours présent. C'est-à-dire, on a dit le numéro c'est un entier, la couleur c'est une chaîne de caractères. Et ben tout ça, ça veut dire que n'importe où maintenant dans le code, on va toujours utiliser des chaînes de caractères pour représenter des couleurs et des entiers pour représenter des valeurs. Ce qui est dommage, parce qu'on venait de faire un premier pas sur le chemin de la rédemption, qui était de dire, ok, on va quand même se créer la notion de carte. Pourquoi on ne s'est pas créé la notion de valeur et pourquoi on ne s'est pas créé la notion de couleur? Parce que maintenant, je peux toujours récupérer n'importe quoi comme valeur et je peux toujours mettre n'importe quoi comme entier. Donc, j'ai pas résolu mon problème, j'ai juste décalé mon problème. Donc, mon obsession primitive, elle est toujours pas résolue. Le fait que ce soit des entiers, c'est encore une fois toujours visible, c'est-à-dire que c'est même un entier que je passe au constructeur. Ensuite, on a d'autres problématiques qui, eux, qui vont pas pouvoir se voir sur le diagramme de classe. Le diagramme de classe, il est structurel. Donc là, on a juste vu des problèmes structurels. Le diagramme de séquence, à droite, lui, il est dynamique. Donc on voit comment les objets communiquent entre eux. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est notre main qui fait tout. Notre main, il va devoir vérifier
des choses, par exemple, que quand on l'appelle avec une carte, elle est bien dans l'intervalle. C'est bizarre, parce que c'est plutôt la notion de carte qui devrait savoir si elle est valide ou pas. Pourquoi quelqu'un de l'extérieur connaîtrait les nombres magiques qui sont utilisés par la notion de carte? Deuxièmement, en parlant de nombres magiques, on a un autre nombre magique à droite, là où j'ai mis le petit dessin de bug. C'est que pour calculer la valeur d'une carte, il faut prendre sa donnée interne, la diviser par 9 et rajouter 1. Si vous imaginez que vous arrivez dans ce code-là d'ici quelques années et qu'il y a des générations de développeurs qui sont passés dessus, le data divisé par 9 plus 1, comprendre d'où ça vient et pourquoi ça marche, ça va être extrêmement compliqué. Et le dernier problème qu'on a dans cette conception, c'est qu'on a un gros if tout en bas qui est le calcul de la couleur. Là, on est en train de dire les 9 premiers c'est jaune, puis les 9 suivantes c'est blablabla, jusqu'aux 9 dernières qui sont les rouges. Et ce if, ben, c'est un vrai problème parce qu'il va être plutôt gros et c'est des données en dur. Et c'est pas vraiment objet, parce que ça veut dire qu'on utilise des entiers, 1, 2, 3, 4, plutôt que des couleurs. Puis si on fait vraiment le zoom sur ces histoires de nombres magiques, en fait on en a partout. On a encodé avec des entiers, toujours dans l'idée de bricoler, de mettre des rustines, le fait qu'une carte n'avait pas le droit d'être plus petite que 0 ou plus grande que 53. Une carte, pour trouver sa valeur, on divise par 9 et on rajoute 1, on fait des modulos 9. Les premières, c'est les jaunes, mais les premières, c'est les 0. Donc toutes ces choses-là font qu'on est en train de se créer nous-mêmes une tombe dans laquelle on va avoir vraiment du mal à sortir, parce qu'on est en train de s'enterrer dans plein de codes techniques qui a l'avantage de fonctionner. C'est-à-dire que je peux utiliser ce code-là, il est complètement possible. C'est l'exemple des codes bleus qu'on avait tout à l'heure. Mais en termes de conception, là, je suis vraiment en train de me rendre compte que ce truc-là n'a aucun sens, et je vais avoir un mal de chien à faire évoluer ce truc-là et à le maintenir sur la durée. Donc, ma cause racine, c'est grosso modo mon problème de obsession primitive. On a identifié un ensemble de symptômes là qu'on avait, donc toutes ces choses qui venaient qu'on s'était attaché à des entiers et à des chaînes de caractères, qu'on utilisait trop de nombres magiques, mais je pourrais juste les patcher. Mais en fait, il faut vraiment que je me dise, ok, c'est quoi le problème profond? Le problème profond, c'est que j'utilise trop d'int, j'utilise trop de string, tout ça, ça fragilise mon système, et en fait, j'ai toujours ce fossé qui existe entre ce que j'utilise pour coder et ce qui provient de ma logique d'affaires. Donc, pour pallier à ce problème, on va faire ce qui s'appelle de la réification. On va rentrer dans le code l'ensemble des concepts dont on a besoin pour travailler. Et donc ces concepts, c'est de dire, je ne vais pas travailler sur des entiers, je vais travailler sur des valeurs. Je ne vais pas travailler sur des chaînes de caractères, je vais travailler sur des couleurs. Pour réifier, dans un langage classique comme Java, je vais avoir le choix entre faire ça avec une classe ou faire ça avec une énumération. Euh, donc l'énumération, c'est quoi? Ben, c'est un monde fermé. C'est par exemple l'ensemble des nombres pairs plus petits que 10, c'est 0, 2, 4, 6 et 8. Donc une énumération va lister explicitement tous les éléments qui font partie de ce concept-là. Par exemple, les sessions. À l'UQAM, les sessions, c'est automne, été, hiver. À l'inverse, on a la notion de classe qui, elle, fonctionne non pas en extension, mais en intention. Donc une classe, c'est un monde ouvert, au contraire. On définit juste un ensemble de champs, de données privées, enfin de données qui sont internes à l'objet, et puis on va pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Par exemple, l'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des nombres qui sont divisibles par 2. Et ça marche quel que soit le nombre, en fait. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Dans notre cas, on peut se demander comment choisir entre classe et énumération. On arrive là sur le deuxième exercice de la vidéo. Je vous ai fait la combinatoire de tout ça. Donc, je peux représenter mon domaine avec une seule énumération qui s'appelle carte, qui contiendrait le 1 vert, le 2 vert, blablabla, jusqu'au 9 marron. Puis là, je peux le faire avec une carte qui serait reliée à une couleur énumérée parmi les 6 couleurs disponibles, et puis je peux le faire relié avec une valeur qui, elle, serait un entier. Je peux le faire à droite avec que des classes. Donc j'ai la notion de carte, de couleur et de valeur qui seraient uniquement des classes. Je peux le faire à l'inverse avec une carte qui est reliée à une couleur qui est une chaîne de caractères et puis à une valeur en dur de 1 à 9. Et puis à droite, c'est
L'approche inverse de le faire avec des classes, c'est de le faire avec des énumérations. Une carte serait reliée à une couleur qui est un énuméré et une valeur qui est un énuméré. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et puis à essayer de réfléchir à, selon vous, quelle modélisation, quelle conception de nos cartes serait la meilleure pour notre système. Eh bien, dans notre cas, la conception la plus appropriée, ça serait celle en bas à droite, donc qui dit qu'une carte, c'est un ensemble de couleurs, puis un ensemble de valeurs. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est uniquement des données fixes. Les couleurs, il y en a 6 et elles changeront plus jamais. Les valeurs, il y en a 9 et elles changeront plus jamais. Donc, en manipulant ça, en disant, ok, ben, toutes les couleurs, je les connais d'avance, toutes les valeurs, je les connais d'avance, donc ça, je vais pouvoir les fixer dans des énumérés. Et puis les cartes, une carte, c'est quoi? C'est un assemblage d'une valeur et d'une couleur. Ça, je vais pas, moi, énumérer les 54 cartes possibles, parce que ça aurait pas de sens. Mais ces 54 cartes possibles, je vais pouvoir les mettre en assemblant une couleur et une valeur. Pourquoi? Donc celle-là, on a dit qu'elle n'était pas bonne parce que beaucoup trop exhaustive. Pourquoi les autres sont pas bonnes non plus? Bah, parce que celle-là, par exemple, celle du haut, elle dit la valeur c'est un entier. Donc là, j'ai toujours ma problématique d'obsession primitive. Je pourrais patcher en disant c'est un entier entre 0 et 53, mais je les connais déjà les valeurs et il y en a 9. Donc c'est peut-être pas la peine de dire c'est parmi tous les entiers qui existent en Java, je vais juste garder les 53 premiers, enfin 54 premiers. C'est bizarre. Celle de droite, elle est beaucoup trop ouverte, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre n'importe quoi comme couleur et n'importe quoi comme valeur, ce qui ne marcherait pas. Et celle du bas, elle dit, on peut utiliser une couleur qui a une chaîne de caractères, mais là aussi, il faudrait que je vérifie que j'utilise toujours des bons mots-clés, des bonnes chaînes un peu magiques qui diraient, ok, ça c'est vert et je l'écris comme ça, et puis ça c'est rouge et puis je l'écris comme ça. Donc, en partant sur cette solution à droite, qui est de bien fixer tous les éléments que je connais à l'avance et de laisser leur assemblage dans une classe, c'est ce qui représente la meilleure conception à date pour ce système-là. Comment ça se code? Eh bien, je vais pouvoir créer une classe carte qui relie une valeur et une couleur, et puis je vais pouvoir créer un énuméré valeur et puis un énuméré couleur, tel que défini là. Il manque quelques points-virgules sur la diapo, mais l'idée principale est ici. Maintenant qu'on a fait ça, on peut quand même se poser la question de comment est gérée notre encapsulation. Donc, on a réifié les éléments qui sont en lien avec notre logique d'affaires. On a maintenant non plus des entiers, mais des cartes reliées à des valeurs et reliées à des couleurs. Et tout ça, ça représente bien notre logique d'affaires. Quand je vous ai expliqué les règles de Shoten Totem, je vous ai bien parlé de cartes qui avaient une valeur et une couleur pour représenter des attaques. Donc, l'alignement est pas mal. Mais pour l'instant, l'accès à mes données, dans mon exemple précédent, il était quand même, tout le monde avait accès à tout, donc c'est potentiellement dangereux. Ce qu'on va faire, c'est commencer à protéger les accès incontrôlés. On ne veut pas manipuler nos données de n'importe quelle manière. Donc, nos données internes, valeurs et couleurs, on va les rendre privées. La notation UML des éléments privés, c'est un petit moins devant, donc là on voit que value et color sont des données internes privées de la classe carte. On les a tellement bien encapsulées qu'on peut rien en faire si elles sont uniquement privées. Donc si je veux être capable de les récupérer, je vais devoir donner des accesseurs dessus. C'est pour ça que là, ce qui m'intéresse de représenter, c'est pas de mettre tous les getters ou tous les setters qui sont à disposition dans mon système. C'est de dire, voilà comment je contrôle la manière dont sont créées mes cartes. Une carte, c'est un constructeur qui prend une couleur et une valeur. Et une fois que tu m'as donné une couleur et une valeur, tu peux plus jamais les modifier. Je t'ai pas donné de setter, donc tu peux plus le faire. Par contre, tu peux regarder l'objet que tu viens de créer, ça, t'as aucun problème là-dessus. Mais c'est pour ça que dans ce diagramme de conception-là, ce que je mets en avant, c'est que j'ai à disposition un accès en lecture à la valeur et à la couleur, mais j'ai pas d'accès en écriture, à part à la création de l'objet. Et ça, c'est un choix de conception fort. Ok, je ne m'autorise pas à changer la couleur d'une carte, je ne m'autorise pas à changer la valeur d'une carte. Pour conclure cette vidéo, une toute petite digression sur les énumérations et les classes. En fait, il faut vraiment que vous soyez conscient que quand vous écrivez des énumérations, c'est ce qu'on va appeler du sucre syntaxique. Donc c'est un mécanisme qui est fourni par le langage pour que ça soit plus facile pour vous. Mais techniquement, ce que vous faites, c'est que vous créez une classe au nom de l'énuméré, et puis Java va automatiquement pour vous créer des instances de cette classe qui sont les valeurs que vous avez données. Donc là, dans notre cas, le fait d'avoir créé un énuméré myEnum qui contient value 1 et value 2, c'est
presque équivalent, c'est pas exactement ça, mais pour ce cours-là, on va dire que c'est pareil, d'avoir créé une classe myEnum avec un constructeur privé qui fait que personne d'autre que Java peut instancier ces classes-là. Et puis, on va avoir créé donc value1 qui est un myEnum et value2 qui est un myEnum aussi. Ceci conclut cette vidéo sur l'encapsulation qui va vraiment être à la base de pas mal de choses sur la conception objet. Donc gardez bien en tête que l'idée de l'encapsulation, c'est d'identifier quels sont les concepts du domaine dont on a besoin et d'aller faire en sorte que les objets soient reliés au bon domaine de au bon concept de notre domaine, pardon, et qu'on puisse jouer sur la visibilité de nos objets. On n'est pas rentré dans les points de détail très, comment dire, très précis sur de la visibilité publique, package, protected et ce genre de choses, parce que ce n'était pas l'objectif, on a juste joué sur public-privé, mais c'est ça l'idée derrière l'encapsulation. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.